Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler de l'Europe, mais nous allons parler aussi de la France. Vous le savez, les élections européennes vont avoir lieu très prochainement, mais il y a une date plus proche de nous qui nous intéresse, c'est évidemment le 29 mars. Le 29 mars, la Grande-Bretagne devrait quitter l'Europe. Alors nous allons beaucoup parler de ce Brexit, mais on va surtout essayer d'y voir clair, car grâce à notre invité, nous allons peut-être comprendre dans la confusion que les médias diffusent sur cette question du Brexit. Mon invité, Jean-Claude Verbrugge, merci cher ami d'être venu au micro sur le plateau, pardon, de TV Liberté. Nous étions ici même au moment où la Grande-Bretagne a voté ensemble sur ce plateau avec ce cher Jean-Christophe. Et vous nous aviez quelque peu rassurés. Au fond, vous nous aviez dit, en gros, business as usual. Alors, pour nos téléspectateurs, je dois dire que vous êtes professeur d'université, à la retraite, que vous étiez à l'Université de Lille, que vous faites partie de groupes de réflexion sur les questions économiques, le G21 notamment, avec Jean-Pierre Gérard. Vous faites partie aussi du groupe Pomone. Ce groupe compte des hommes comme M. Lafay, qui sont connus pour les questions notamment monétaires. Parce que nous allons aussi aborder la question de l'euro, qui est indispensable. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on essaye de trancher des questions très simples. Pensez-vous... Alors, l'économie n'est pas une science prédictive, hein, surtout pas. Mais pensez-vous quand même que nous allons vers un accord, ou au contraire, no deal, comme disent nos chers anglo-saxons, pas d'accord, hard Brexit, pour encore parler leur langage? Alors, franchement, là, nul ne serait passé par-dessus son temps. Oui. Et donc, non, mais par contre, on peut situer un peu les rapports de force et le contexte. Voilà. Hein, je crois que c'est important. Très important. La Grande-Bretagne, ça n'est pas l'Italie. L'Europe, on ne sait pas très bien ce que c'est. C'est un objet juridique non identifié. Je crois qu'il faut dire quelques mots là-dessus. C'est quoi, au fond, cette Europe qui est la nôtre aujourd'hui? C'est un drôle de bateau que j'appelle un bateau peuplé de passagers clandestins. Ces passagers clandestins, ce sont les États. Ces États sont très différents. Il y en a des petits, des plus gros, etc. Des États qui ont une grande histoire, d'autres qui en ont une plus modeste. Et ce bateau de passagers clandestins est effectivement un bateau de passagers clandestins en ce sens que les intérêts des uns et des autres sont fondamentalement différents et ne sont pas prêts de se réduire. Pourtant, c'était le but de l'opération. C'était le but de l'opération. L'Irlande n'est pas la France. Les intérêts fiscaux de l'Irlande ne sont pas les intérêts fiscaux de la France. On pourrait donner 1000 exemples. Les GAFA en savent quelque chose. Les GAFA en savent quelque chose, et quand on veut condamner l'Irlande, on n'y arrive pas. Bien. Alors, ce bateau, maintenant, il est piloté, il est barré par les capitaines de l'économie. Et cela donne un drôle d'objet sur le plan juridique. Sur le plan... je répète votre appellation, un OJNI. Objet juridique non identifié. Oui. On est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est un traité de droit international classique. D'accord. Ça veut dire quoi? Si c'est du droit international, on est dans un droit de la coopération. Oui. Et pas du tout de la subordination. Ça, c'est très important. Et ces passagers clandestins l'entendent ainsi, même s'ils racontent qu'il faudrait passer à autre chose. Effectivement, on est dans du droit international et il n'est pas question que l'Irlande se couche devant la France. Et c'est normal. D'où des règles que vous connaissez, qui est la règle de l'unanimité. En droit international, c'est un droit de la coordination. La règle fondamentale, c'est l'unanimité. Bien. Mais les barreurs, maintenant, c'est-à-dire les capitaines de l'économie, eux, ils veulent de l'universel.
Ils veulent quelque chose de beaucoup plus homogène. Et eux veulent un droit qui dépasse le simple droit international, beaucoup plus que de la coordination. On veut constitutionnaliser les règles économiques. C'est ça. On veut les constitutionnaliser. Autrement dit, écoutez, la monnaie, vous n'avez pas le droit d'y mettre la main en tant qu'État. Vous n'avez pas le droit d'y mettre la main. Donc on vous retire le pouvoir monétaire. La coordination en matière de circulation de capital, il n'y a pas à intervenir, il n'y a pas de contrôle d'échange. La concurrence, vous n'avez pas le droit d'y mettre la main. Vous n'avez pas le droit de réguler, vous n'avez pas le droit d'avoir une politique industrielle. Tout ceci est de l'ordre maintenant de la Constitution, voire de la, je dirais, de la méta-constitution. Oui, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a que le traité de Lisbonne reste un traité international. Oui. Même s'il n'est pas un traité... Enfin, même s'il il a été volé à la souveraineté populaire... Oui, il a été volé. Et volé dans quel sens? Dans le sens de l'économie. C'est dans le sens de l'économie. Et donc, vous voyez, on a là un objet juridique un peu complexe. On ne se rend pas compte que les règles économiques, maintenant, nous dépassent complètement. On peut passer à la 6e République. Oui. Mais la BCE restera la BCE. Exactement. Et la Banque de France restera sujette à la BCE. À la BCE, c'est ça. Donc c'est très grave, ça. Et donc, effectivement, là, on n'est plus dans le droit international, on est dans autre chose. Donc, vous avez les barreurs qui veulent autre chose, et puis vous avez les États passagers clandestins qui, eux, s'accrochent encore au droit international classique. Ça, c'est, si vous voulez, un contexte extrêmement intéressant à détailler, qui fait que, maintenant, ça fait partie aussi du contexte, vous avez une Grande-Bretagne qui est dans ce milieu-là. Mais cette Grande-Bretagne a toujours été, elle aussi, très spécifique. Cette Grande-Bretagne y est rentrée, je dirais, difficilement. Oui, le général de Gaulle connaissait la nature de la Grande-Bretagne pour y avoir vécu assez longtemps à une certaine époque. Et effectivement, il s'en méfiait. Donc la Grande-Bretagne est un objet aussi très particulier. C'est un objet qui est dans le milieu, dans le milieu mondialisé, classique. En même temps, s'intéresse de très près à l'Europe. Et donc, un pied dans le monde et un pied dans l'Europe. Voilà, ça c'est sa particularité. Sa deuxième particularité, c'est que c'est aussi la finance, c'est la City. C'est ça, la City. Ça, c'est très important. Et deuxième place financière mondiale. Oui, et puis la City qui, évidemment, est très satisfaite de l'ordolibéralisme qu'il y a en Europe. Bien sûr. Très satisfaite des règles constitutionnelles dans le domaine de l'économie. Donc ça va bien. Ah oui. Bon. Oui, donc elle n'aurait pas de raison de quitter le giron européen. City, je pense que la City veut se raccrocher à l'Union européenne telle qu'elle est. Et c'est tout le problème, peut-être. Et puis vous avez aussi une autre spécificité de la Grande-Bretagne, c'est que son histoire est telle que, eh bien, il y a un petit morceau qui s'appelle l'Irlande, qui est coupé en deux, avec un morceau qui est indépendant, qui va rester dans l'Union européenne, et un petit morceau qui, lui, va redevenir indépendant si effectivement l'article 50 est joué à fond. Et donc, voilà un objet aussi, la Grande-Bretagne, qui est un objet particulier. Ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas la France. Et voilà les acteurs, si vous voulez. Alors, comment va se jouer le jeu? Difficile. C'est très difficile. C'est très, très difficile. Mais bon, quand même, vous nous avez très justement souligné le caractère de volonté de constitutionnaliser. Oui. Bon. Ça pourrait prendre la forme, par exemple, d'un budget commun européen, j'imagine. Ou d'un ministre des Finances, ou d'un ministre des Finances européen. Oui. Mais les passagers clandestins, là... ne l'accepteront pas. Mais les passagers clandestins sont clandestins. L'Allemagne est là pour gagner, elle n'est pas là pour payer. C'est ça, c'est exactement. Si je peux me permettre, j'avais dans un récent article, disait « Pourquoi voulez-vous que la Poméranie paya pour la Normandie ?» Absolument. C'est bien ça la question. Absolument. Bon. Absolument. Il n'y aura pas de transfert. Puisque c'est un passager clandestin.
qui jusque maintenant en bénéficie très largement en raison d'un taux de change, et là on tombe sur l'euro, qui est anormalement bas du point de vue allemand. Du point de vue allemand. Alors justement, vous avez évoqué l'euro, on l'évoquera un peu plus tard. Restons sur cet objet juridique non identifié qu'est l'Europe et la position de la Grande-Bretagne dans cette Europe. Vous avez très justement souligné, je le redis, je crois que c'est une formule extrêmement forte, l'Allemagne n'est pas là elle est là pour gagner. Oui. Elle n'est pas là pour payer. C'est normal. Et est-ce que c'est pas la position finalement de tous les passagers clandestins? Ben oui. Mais c'est bien légitime. Oui, en effet. C'est bien légitime. En effet. Et d'ailleurs, c'est là peut-être que s'expliquent ces tensions qu'on aperçoit au sein de l'Europe sous forme de regroupement de pays, le pacte de Visegrad, et puis maintenant, ce qu'on appelle la nouvelle Ligue hanséatique. Ah oui, la Hanse. Voilà. La Hanse qui renaît. La Hanse renaît. Ah, c'est extraordinaire, ça. Qui l'eût cru? Alors, qu'est-ce que cette Ligue, cette nouvelle Ligue hanséatique? Au fond, ce sont les États du Nord qui ne veulent pas payer pour le Sud. Ben oui. En gros, pour faire très bref. Oui, tout à fait. Qui, eux, ont un taux de change qui leur va très très bien. Voilà. Et la France, l'Italie n'ont pas un taux de change qui convient à leur situation. Alors dans cette affaire, vous voyez, il y a la France quand même, qui est un objet aussi très particulier. Je pense que c'est Victor Hugo qui parlait dans La légende des siècles « Adieu nation, bonjour humanité ». C'est l'universel. Oui. Et donc la France est capable, elle, d'aller au-delà, paraît-il, de ses stricts intérêts égoïstes. Oui. Et c'est un passé clandestin un peu particulier qui accepte d'être dépouillé. Oui, mais c'est ça, c'est ce dépouillement qui est l'histoire de nos... La servitude volontaire de la France. Ouais. Oui, il y avait aussi la formule « tout homme a deux patries, la sienne et puis le monde oui. ». La sienne, elle appuie la France c'est... Mais on ne parle pas comme ça en Italie, on ne parle pas comme ça en Allemagne, il n'y a qu'en France qu'on parle comme ça. Oui, mais ça se traduit, le bas de la facture, c'est la perte de nos fleurons industriels. Ah oui, la perte de toute substance. Absolument, c'est gravissime. C'est gravissime. Pourquoi cet amour de l'humanité se fera-t-il au détriment de l'amour de son prochain, si je puis dire, ceux qui nous sont les plus proches? On n'a pas le courage et on n'a pas le courage non plus de mettre en cause les règles du jeu. On n'a pas le courage de dire non à la constitutionnalisation des règles économiques. L'indépendance des banques centrales, c'est quelque chose d'inacceptable au nom de la souveraineté, au nom de la démocratie. Non, on n'a pas le courage. Aucun parti politique dans notre pays n'a ce courage-là. Alors, Jean-Claude Verboeck, nous allons, professeur à l'Université de Lille, professeur d'économie, bien sûr, fallait-il le dire, et la proximité du Channel vous permet d'avoir quelques regards plus pertinents sur la Grande-Bretagne et sur les États-Unis, puisque vous revenez des États-Unis, là. Nous allons revenir sur ce dépouillement volontaire qui caractérise la France. Parce que de l'autre côté, il y a un petit monsieur qui s'appelle le président de la République, qui déploie un zèle tout à fait étonnant dans le sens de la constitutionnalisation et de la subordination. C'est cette même force que vous dénonciez tout à l'heure qui s'exerce. Parce que, aussi bien vous avez cité Victor Hugo, mais il avait préconisé les États-Unis d'Europe aussi. Donc il était dans l'universel. Oui. Bon. Eh bien, nous allons rester dans le particulier, en deuxième partie. D'accord. Alors nous étions sur un objet juridique non identifié que vous avez pourtant identifié en tant qu'Europe. Dans cette Europe des passagers clandestins, des pays avec leur caractère, une forte pression vers la constitutionnalisation et par ailleurs des peuples qui ne veulent pas se subordonner. En France, cette subordination, parce que nous avons le goût de l'universel, un goût dont on pourrait peut-être se passer, sans doute, nous a valu une sérieuse perte de patrimoine industriel. J'aimerais... Nous reviendrons sur la Grande-Bretagne tout à l'heure et sur le Brexit, parce que la Grande-Bretagne
partira certainement, c'est à peu près certain, on ne fait pas de prédiction. Bon. Mais pourquoi la France a-t-elle, et comment la France a-t-elle perdu son patrimoine industriel? Alors, je dirais, la France, et aussi le Sud, d'une manière générale, nous pouvons quand même penser à l'Italie, qui est un grand pays industriel et qui se trouve dans une position aujourd'hui extrêmement difficile. Même la partie nord de l'Italie est en position extrêmement difficile. Bon. Donc c'est globalement, je pense à un autre pays que je connais bien pour y avoir vécu, la Grèce, pays pauvre, mais il y avait une petite industrie en Grèce. Cette industrie a totalement disparu au profit d'une monnaie unique qui a donné un pouvoir d'achat international à ces malheureux Grecs et qui a permis à nos entreprises de grande distribution de s'y installer et de faire venir tous ces produits industriels qui étaient fabriqués dans de mauvaises conditions, sans doute en Grèce. Désormais, ça vient de Chine. Il n'y a plus rien en Grèce. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un phénomène majeur. Alors, au fond, le Nord, lui, ne s'est pas désindustrialisé, mais c'est l'ensemble du Sud qui s'est profondément désindustrialisé. Les chiffres sont sans appel. On a perdu à peu près la moitié de notre patrimoine industriel. On a commencé, nous, Français, par perdre, grâce à l'euro, tout ce qui était industrie manufacturière, je dirais, banale. Les chaussures, le textile, etc. Oui, le textile, l'automobile. L'automobile. On arrive dans le dur. Oui, on arrive dans le dur, car la France a aussi des capacités industrielles tout à fait considérables dans le domaine de l'armement. Alors, vous allez me dire, mais l'armement, c'est pas bien, c'est pas gentil, on va faire la guerre, etc. Je ne vous le dirai pas. C'est pas le problème. Le problème, c'est que l'industrie de l'armement déverse des innovations technologiques et managériales en très grande quantité sur le reste de l'économie. Donc, l'industrie de l'armement, c'est quelque chose de tout à fait considérable. Or, nous avions une industrie de l'armement complète. C'est-à-dire toute la chaîne. Toute la chaîne. Voilà. Que ce soit dans les navires, que ce soit dans les sous-marins, où on est les meilleurs du monde encore, que ce soit dans le domaine de l'avion, on contrôlait absolument tout. Or, il y a aujourd'hui un questionnement majeur sur ce contrôle de l'ensemble de l'industrie, je dirais, militaire. Et ce contrôle, on va le perdre grâce à quelque chose qui est peu connu, on n'en parle pas. Il faut savoir que... Raison de plus d'en parler sur TV Liberté. Voilà. L'Allemagne, économiquement plus puissante, tiraillée par les États-Unis qui demandent que dans le cadre de l'OTAN, on passe tout doucement à 2% du PIB en dépenses militaires. Écoutez, 2% du PIB allemand, c'est pas 2% du PIB français. Tout cela se traduit déjà en 2018 par des dépenses militaires en Allemagne plus importantes que les dépenses militaires en France. Cela est confirmé pour 2019, même s'il y a le SPD qui n'est pas tout à fait d'accord. Oui, on imagine. C'est confirmé. Et donc, au fond, le pouvoir d'achat allemand en matière d'industrie militaire, l'industrie de la défense, devient plus important que le pouvoir d'achat français. Très clairement, il est normal que l'on demande que le successeur du Rafale ne soit pas français et que ce soit un partage. Ça veut dire que notre grande entreprise Dassault, qui maîtrise depuis le crayon et la gomme jusqu'à la livraison du matériel, qui maîtrise toute la chaîne, va tout doucement perdre la maîtrise de cela. Vous voulez dire c'est grave. On a perdu Alstom, on a perdu Péchinet, on a perdu... et on perdrait Dassault. On va perdre... oui, l'après-Rafale, c'est plus Dassault. L'après-Rafale, c'est plus Dassault. On peut comprendre alors la volonté des Britanniques de sortir de l'Union européenne si c'est pour perdre ces fleurons industriels. Oui, alors que nous nous entendons sur le plan des industries de la défense très très bien avec la Grande-Bretagne. Britanniques. Beaucoup moins avec l'Allemagne. Et voilà, puisque les Britanniques ont l'arme nucléaire. Oui, oui. Vous voyez, l'avion spatial, si on l'a raté, c'est à cause de l'Allemagne. Pourquoi tant de retard sur Ariane 6 ? Oui, en effet, oui. Alors que SpaceX
Parce que c'est passé il y a 3 jours encore, les fusées d'Elon Musk redescendent sur le sol, et sont réutilisables. L'Ariane 6 ne sera pas à ce niveau-là. Bon, voilà. Et pourquoi? Parce que nos discussions avec les Allemands sont des discussions extrêmement longues, et nous avons potentiellement la possibilité de faire tout cela. On abandonne progressivement au nom de l'interdépendance, au nom de la construction européenne. Ça, c'est très grave. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que nous avions, par ailleurs, l'opinion, un discours assez critique sur l'Europe, sur l'euro, sur la Commission européenne, sur son côté bureaucratique, sur ses normes. Mais on avait l'impression quand même qu'il restait, pour cette Europe, à son bénéfice, disons, à son bilan, cette coopération industrielle. Or, et on s'appuyait évidemment sur Airbus. À vous entendre, ça n'est pas le cas. Non, non. Et Airbus, d'ailleurs, ce n'est pas directement l'Union européenne. Non, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est d'abord une association d'entreprises. Notre industrie spatiale aussi. Hein, mais oui, mais c'est une association d'entreprises où le politique se mêle. Où le politique se mêle. Bon, voilà. Et ça, c'est la difficulté. Et donc, tout doucement, on est en train de perdre le cœur. Bon, est-ce que nos prochains sous-marins nucléaires ont des turbines entièrement françaises ou des turbines General Electric? C'est un vrai problème. Bonne question, oui. Et donc, est-ce qu'on pourra être indépendant en matière de défense? Et ça, c'est une vraie question. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Et alors, est-ce que demain, on ne mettra pas la force nucléaire à disposition d'Allemagne? Vous entrez là dans des débats qui sont souvent évoqués, l'OTAN, le siège au Conseil de sécurité, la force nucléaire, oui, voilà. Écoutez, la force nucléaire ne se partage pas. Non. Jusqu'à maintenant. D'ailleurs, les Britanniques ne l'ont jamais partagé. Les Britanniques ne partagent pas non plus. Voilà. Bon, voilà, ça, c'est une question redoutable. Redoutable. Tout cela parce que, au fond, l'idéologie d'une souveraineté élargie à un espace beaucoup plus vaste qui s'appellerait l'Europe pourrait prévaloir sur les souverainetés classiques et historiques. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ce n'est pas possible. C'est par trop constructiviste, par trop forcé. On a l'impression qu'on serre les boulons de toutes parts et que la Commission est là pour ça. On a l'impression, par exemple, M. Barnier a quand même savonné la planche pour les Britanniques. Pour faire un précédent, une jurisprudence, puisque nous sommes dans l'objet juridique non identifié, pour faire une jurisprudence à destination de ceux qui auraient les velléités de partir. Parce que, alors, c'est 60 milliards à payer, c'est des files d'attente à la douane. Enfin, est-ce que le libre-échange ne pourrait pas continuer d'exister dans ces conditions? Je le pense, hein. Je le pense, mais on a, semble-t-il, décidé que celui qui s'en va doit payer et doit souffrir. Sa souffrance doit être retentissante, de telle sorte que ceux qui sont encore à l'intérieur n'aient pas envie de partir. Voilà. Il faut rester, les enfants, dans la maison, car vous savez, à l'extérieur, c'est dramatique. Je pense que c'est ça. Il faut que la Grande-Bretagne paye. Mais c'est redoutable, parce que, à vous entendre, l'Europe apparaît comme une prison. Oui. Oui. Monsieur Barnier a mis des rouleaux de barbelés en haut du mur. Oui. Enfin, mais pour sortir de la prison, il faut déconstitutionnaliser les règles économiques. Et qui va faire cela? En tout cas, pas le président de la République, puisque lui va dans le sens, justement, de... Il rêve d'un budget européen. Oui. On rêve d'un budget européen, même s'il est tout petit. Même s'il sera sans signification. Il y a des chances qu'il y aura un jour un budget européen, mais il n'y aura rien dedans. Il n'y aura rien, pas grand-chose. Il y aura de quoi faire en sorte que les Allemands, après un calcul judicieux, se disent « Bon, on reste nous-mêmes, Allemands, dans l'Europe. » Oui, parce que c'était un petit peu l'esprit du précédent ministre des Finances, Schäuble, qui ne voulait pas aller au-delà de la situation telle qu'elle existait. Et je pense que l'actuel ministre des Finances ne va pas non plus dans ce sens.
Non, puis comme vous savez, il y a des tensions au sein de la grande coalition. Donc, oui, les tensions sont telles que l'Allemagne va plutôt se raidir plutôt que s'assouplir. Bon, et ce raidissement, alors, parce que qui dit budget européen, qui dit ministre des Finances européen, dit fiscalité européenne aussi. Oui. Alors on va avoir un impôt supplémentaire pour l'Europe. Oui, bon, ça paraît... Bon, nous verrons, hein, mais encore une fois, nul ne peut imaginer ce qui va se passer. Mais il est vraisemblable que cette dislocation dont on voit les prémices, il est probable que cette dislocation va tout doucement s'affermir. Oui, parce que vous parlez de dislocation, et vous dites probabilité que ça s'aggrave, finalement. Oui. On a mis l'exemple. Hein. On a mis l'exemple. Oui, mais par ailleurs, le discours qu'on nous tient, c'est sacré. Oui. Il ne faut pas toucher à l'Europe. Oui. Il ne faut pas toucher à l'euro. Nous allons parler de l'euro tout à l'heure. Mais il y a une espèce de religiosité, alors même qu'on pourrait envisager des solutions de coopération intereuropéenne qui se font jour à travers le pacte de Visegrad ou à travers la nouvelle Ligue hanséatique. Et finalement, il apparaît que c'est la rigidité de l'institution européenne qui rend difficile soit la sortie, soit même une forme de coopération plus intelligente, plus souple. Donc nous avons affaire à... Alors, est-ce que je peux prononcer le mot? Une forme de dictature subreptice. Oui. Soft. Bon, je pense que on est au bord du précipice et nous allons faire un grand pas en avant. Mais personne n'a envie de faire. Et donc, je ne vois pas un parti politique envisager de faire le grand saut. Et c'est la raison pour laquelle on ne parle plus de l'euro, d'ailleurs. Eh bien, nous allons en parler. Ah bon? Nous allons en parler parce que c'est important. Rappelons que la Grande-Bretagne n'est pas dans l'euro. Mais que je sache, le Danemark non plus. Non. Il est resté sur la couronne, et la Suède aussi. Oui. Et est-ce que ces pays se portent si mal que cela? Ils se portent... Écoutez, les statistiques sont là, elles sont radicales. C'est dans la zone euro que les choses vont le plus mal, en termes de croissance, en termes de croissance potentielle, en termes de gain de productivité. Oui. C'est là où ça va le plus mal. Ben, oui. Partout ailleurs, ça va mieux. Ben, partout ailleurs, ça va mieux. On va parler de l'euro, et je donnerai à nos téléspectateurs quelques chiffres sur la Grande-Bretagne. Oui. Et jamais la Grande-Bretagne, depuis 30 ans, n'a connu une telle prospérité, il faut quand même le dire. Oui. Mais elle n'est pas dans l'euro, elle est restée sur la livre. Bon, enfin, la livre se porte bien. La livre se porte bien. Eh bien, nous allons en parler dans la troisième partie. Jean-Claude Vervoegh. Alors, chers téléspectateurs, nous réfléchissions sur la perspective des élections européennes, bien sûr, mais pas sur le plan politique et électoral, sur la perspective du Brexit, beaucoup plus proche, 29 mars, et sur cet objet juridique non identifié, cet OJNI, qu'est l'Europe. Nous parlions de prospérité des pays qui ne sont pas dans l'euro. Le taux de chômage en Grande-Bretagne, 4%, 4,3%. Le taux d'emploi bat tous les records. Ce sont des taux qui n'ont jamais été atteints depuis 43 ans en Grande-Bretagne. Le chômage des jeunes y est beaucoup plus faible qu'en France. En moyenne, à peu près 10% contre 16% pour la France et 26% pour la France, pardon. Oui, non pas 16%, c'est un drame. Bon. Les commandes du secteur manufacturier sont importantes. Ouais. Alors, la question, évidemment, est-ce que les douanes vont freiner tout cela? Est-ce que le secteur manufacturier, puisque nous sommes dans le flux tendu, l'industrie britannique fournit évidemment des pièces aux automobiles allemandes, par exemple. Comment ça va se passer? Enfin, en gros, qu'est-ce qui peut se passer? D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. Ou l'inverse, oui. Oui. C'est-à-dire qu'on assemble en Grande-Bretagne, parce que c'est moins coûteux,
Les pièces sont fabriquées ailleurs. Bien, alors effectivement, il y a rien que sur la frontière nord, 10 000 camions qui, tous les jours, doivent ravitailler en temps utile, à l'heure près, les chaînes britanniques. Bien. Et donc, on voit mal comment, suite à une rupture, la chaîne d'assemblage s'effondre. Donc, il y aura des solutions. On va penser qu'il y aura des solutions. Oui. Je ne les connais pas, ces non, solutions. parce que personne ne les a pour l'instant. Personne ne les a. Au fond, on pourrait se dire, mais c'est pas parce que la Grande-Bretagne est partie que physiquement, elle n'est plus là. Et par conséquent, on peut continuer. Bon. Alors, je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais il faut quand même prendre des grandeurs globales dans cette affaire. Globalement, on va diminuer les flux d'échanges. C'est-à-dire que l'industrie britannique va se recentrer tout doucement, il faudra des années. Et puis, également en Europe, on va se recentrer tout doucement. Mais c'est la tendance actuelle, de toute façon. Et c'est la tendance de fond. Et on sait bien que depuis quelques années déjà, le volume du commerce international ne suit plus le PIB mondial. Voilà. Donc il y a quelque chose comme un mouvement de démondialisation. Mais bien évidemment, un mouvement de démondialisation, ça va durer des années, probablement même plusieurs dizaines d'années. Car la mondialisation, c'est un travail de plus de 40 ans. Bien sûr, bien sûr. Les chaînes de la valeur disséminées comme elles le sont aujourd'hui, c'est un travail de plus de 40 ans. Oui, oui. Et en gros, ça commence avec le voyage de M. Nixon à Pékin, en 1900, il me semble que c'était en 1970, ou 72, quelque chose comme ça. Il me semble que c'était en 73. En 73, bon, je me trompe peut-être. Hein, voilà. Et donc, on ne change pas les choses du jour au lendemain. Et effectivement, les capitaines de l'économie qui sont à la barre vous expliquent que de toute façon, les élasticités prix, si vous bougez les taux de change, écoutez, non, les chaînes de la valeur sont là et par conséquent, ne croyez pas qu'une dévaluation, par exemple, si la France sortait de l'euro, une dévaluation va nous permettre d'exporter plus et d'importer moins. Pas du tout, parce que les chaînes de la valeur sont rigides. En réalité, il faut distinguer le temps court et le temps long. Oui. Ça, c'est très, très important. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous prenez la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne reçoit tous les ans, en termes non pas de dollars, mais en termes tout simplement de masse, puisqu'on parle de camions, 30 millions de tonnes d'objets manufacturés, et elle n'en exporte que 20 millions. Donc dans cette affaire, si les échanges se raréfient, il est clair que le coût va être important pour la Grande-Bretagne, mais il sera plus important pour le reste de l'Europe. Et il y a un pays qui va enregistrer des difficultés plus grandes, c'est le plus puissant d'entre eux, c'est l'Allemagne. Oui. Autrement dit, l'Allemagne n'a pas du tout intérêt au Brexit. Donc elle a probablement poussé les commissaires européens à la rigidité que vous dénonciez tout à l'heure. Je ne suis pas dans les couloirs, mais c'est évident. Elle n'a pas... C'est évident. Oui. C'est intéressant, ça. Et puis, derrière, il y a la vision sur la finance. Voilà. Se retrouver avec la France, dont la réalité historique sur le plan de la finance, la gestion des banques, la gestion de la Banque centrale, c'est tellement différent de ce qui s'est passé en Allemagne, que l'Allemagne a tout intérêt à conserver la Grande-Bretagne et sa City, même si la City pose quelques difficultés. Mais de toute façon, l'Allemagne pourra conserver ses liens avec la City, même la Grande-Bretagne sortie. Oui. Est-ce qu'il y a des obstacles? Alors, est-ce qu'il y aura des contrôles d'échange? Un contrôle d'échange par la Grande-Bretagne? C'est difficile à penser. Eh oui. On a du mal à l'imaginer. La Grande-Bretagne est libre-échangiste, oui, l'Allemagne aussi, fondamentalement. Et donc, ce qui va rester en Europe, c'est-à-dire le continent, constitutionnellement, on ne touche pas à l'économie. Donc, oui, c'est l'OMC qui va remplacer le traité. Mais bon, l'OMC, c'est quand même le libéralisme. Mais non, je pense que tout doucement, par le biais des taux de change, les choses vont se transformer.
La livre se porte bien, mais elle a dévalué quand même de 18%. Oui. Bon, alors matériellement, ça ne change pas grand-chose pour le moment, mais tout doucement, écoutez, on a des tas d'entreprises qui vont se dire « mais désormais, je vais m'installer en Grande-Bretagne ». J'ai vu un certain nombre d'articles, notamment dans l'industrie agroalimentaire, on a un certain nombre d'entreprises de Bretagne et de Normandie qui se disent « on va s'installer en Grande-Bretagne ». Donc, rien n'est joué. Oui. Parce que la main-d'œuvre y est un peu moins chère, plutôt moins chère, et donc exporter en livres, évidemment, ça sera encore moins cher. Oui. Donc la Grande-Bretagne va en tirer profit, finalement. Oui. Bon. Mais alors, la question, finalement, du verrou, par rapport à la rigidité du système européen. Le super verrou, c'est quand même l'euro. Oui. Bon. Alors, celui-là... C'était le verrou de trop. Mais oui, le verrou de trop, oui. Et qui fait que, à force de verrouiller, ça casse, quoi. Hein, et oui, effectivement. Et ce super verrou, il est là, et on continue avec une clé à molette de le resserrer. Ça casse. Bon. Oui, effectivement. Mais alors, ça va casser comment? Est-ce que c'est la politique de la BCE, du quantitative easing, des facilités monétaires, ou est-ce que c'est un des membres qui va lâcher? Parlons de l'Italie, par exemple, à cause de la situation de ses banques, et à ce moment-là, si l'Italie venait à sortir de l'euro, il est évident que la France, tellement engagée sur les banques italiennes, serait en situation extrêmement difficile et serait obligée de suivre. Donc il n'y a plus d'euros. Oui. Le chemin passe peut-être par l'Italie, effectivement, car vous n'ignorez pas que... Tous les chemins mènent à Rome, c'est bien connu. Oui, tous les chemins mènent à Rome, mais on parle beaucoup en Italie de l'euro. Il n'y a qu'en Italie, d'ailleurs, que l'on parle de l'euro. Et il y a beaucoup de bruit qui court avec... ce qu'en Allemagne, à une époque un peu triste, on appelait les effets MEFO, c'est-à-dire la possibilité pour le Trésor italien d'émettre de la monnaie indépendamment de l'euro. Juridiquement, d'ailleurs, il paraît qu'on peut difficilement leur interdire. C'est Varoufakis, d'ailleurs, qui nous conseille actuellement là-dessus, il faut le savoir. Et d'autres, Et on a des collègues, d'ailleurs, à l'université en Italie qui travaillent cette question-là. Et donc, il y a des bruits qui courent. Après les élections européennes, eh bien, peut-être que l'Italie émettrait une monnaie dans sa difficulté indigène et commencerait à émettre une monnaie type FMFO, inventée par le docteur Sachs dans les années 30, exactement, et qui a été un succès. Oui, absolument. Il s'agissait de restaurer la monnaie allemande après l'hyperinflation. Et l'industrie. De restaurer l'industrie. Par la même occasion. Bon, alors cela dit, c'est quand même compliqué s'agissant de l'Italie, puisque vous savez que sa croissance potentielle, même avec des effets MEFO, elle est plutôt négative, tout simplement parce que la jeunesse a disparu. Ben voilà. Donc là, on peut quand même poser un grand point d'interrogation. Soit elle est partie, quand elle était diplômée, soit elle n'est pas née aussi. Oui, elle ne l'est pas non plus. Non, elle est partie et elle ne l'est pas. Non, c'est dramatique, l'Italie. Pour l'Italie, c'est la dimension dramatique. C'est dramatique. Hein. Bon, alors voilà, mais c'est sûr que si on passe par Rome, eh bien, c'est la fin de l'euro. Bon. Mais on peut imaginer d'autres scénarios, sans doute. Hein. On peut imaginer... qu'un pouvoir en France, mais je n'y crois pas, je m'amuse en disant ça, un pouvoir en France, c'est techniquement possible, disent c'est terminé. Et je veux dire que juridiquement, j'emploie l'article 16 pour mettre fin à tout cela. Et l'article 16 est un article de la Constitution de la Ve République, à nul autre pareil dans aucun pays au monde, qui fait que la France peut restaurer sa souveraineté du jour au lendemain et de manière radicalement incontestable. Bon, mais l'article 16 a été utilisé pour la dernière fois, je pense, en février ou mars 1961 à propos de l'Algérie. Voilà. Bon, est-ce qu'on aurait un président de la République qui, devant les difficultés, pourrait se dire « Allez, j'utilise l'article 16 et je mets fin à tout cela »
je mobilise ma banque centrale, j'ai pas besoin de les nationaliser, j'ai besoin de les réquisitionner. Voilà, elle est mobilisable de toute façon actuellement dans son... Bon, est-ce que c'est techniquement possible? Oui. Il y a les réserves d'or aussi qui pourraient... Et également, les réserves d'or et également les réserves de devises, car il faut savoir, et il n'y a pas tellement longtemps que cela est clairement identifié, les réserves de devises sont par pays, à l'intérieur du système monétaire européen des banques centrales. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle c'est l'agence France Trésor qui publie régulièrement des documents sur la variation des réserves en or et devises de la France. De la France, voyez. Oui. Donc, il y a encore un élément de souveraineté dans notre appareil politico-administratif. Je trouve assez singulier que l'agence France Trésor parle des réserves de la France. Étonnant. Moi, je pensais que c'était M. Draghi qui allait en parler. Bien non. Donc ça, c'est quelque chose qu'il convient de noter. Mais bon, il est difficile d'aller beaucoup plus loin dans ce débat. M. Draghi a fait un grand discours il y a quelques jours en Italie. Oui, il était docteur honoris causa de l'université de Bologne, ce qui lui a permis de faire un long discours sur, précisément, il a parlé lui aussi de la souveraineté européenne. On se demande qui lui avait proposé cette idée. Oui. Mais il avait peut-être un peu abusé du Chianti. Ah, écoutez, mais voilà. Il a fait un discours délirant sur la souveraineté européenne. C'est extraordinaire. Et ce qu'il y a de plus délirant encore, vous voyez, c'est que des grands journaux français reprennent presque l'intégralité, remplissent des pages et des pages avec le discours de M. Draghi. Je trouve que c'est assez indécent. Oui, mais ça s'explique très bien si on voit qui finance ces journaux. Oui. Pardon, je n'avais pas imaginé cela. Oh. Ça nous servira de conclusion, Jean-Claude Verboeck. Merci pour ces réflexions. Vous êtes professeur à l'université de Lille, enfin ancien professeur à l'université de Lille, membre de groupes de pensée dont je voudrais quand même citer le G21. Oui. Alors G comme et 21 surtout comme 21. Gaulliste du 21e siècle. Voilà. Et Pomone, alors pour une nouvelle organisation monétaire en Europe. Voilà. Eh bien, nous avons, je crois, mieux compris ce qui se passait en Europe grâce à vous. Et au nom de tous les spectateurs, je vous en remercie. C'est moi. Je leur dis, chers téléspectateurs, à très bientôt.